mondialisé. La courbe depuis 10 ans n'a été que de Caribe en syllabe, comme une chute permanente, avec des secousses et sans beaucoup de ressac. Et en vérité, 70 milliards, nous n'avons pas connu cela depuis la Deuxième Guerre mondiale et la Libération, quand le pays était déjà en ruine. Dois-je ajouter les 750 000 emplois industriels perdus, 1 million de chômeurs en plus, 900 usines fermées en 3 ans, 350 000 personnes qui ont chuté sous le seuil de la pauvreté insensiblement. Nous le voyons autour de nous. Classe moyenne devenant classe populaire devenant classe pauvre, et pour ne pas dire parfois perdant l'emploi, puis ne pouvant plus payer le loyer, puis les malheurs de la vie s'ajoutant aux disgrâces de l'économie, donnant lieu finalement à l'expulsion de la société et la misère qui ne dit son mot, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit dans les campagnes, celles qui souffrent en silence. Dans mon département, nous distribuons à 10% des chefs d'exploitation agricole, des agriculteurs, le RSA. Ils ne peuvent plus gagner leur vie, jetés sans filet dans la mondialisation, comme ces ouvriers, ces femmes, je pense à ces femmes ouvrières dans les usines de l'agroalimentaire, travaillant 20 heures, 25 heures, car on ne peut donner que du temps partiel, en temps partiel contraint. Ces caissières des supermarchés qu'on rencontre dans les grandes entreprises du CAC 40, du commerce de détail, comme on dit, qui, non seulement ne gagnent que 800 € par mois, sont seuls à vivre avec leurs enfants, ou leurs enfants, quand ils en ont plusieurs, le conjoint, le mari, l'ex, étant parti sans payer la pension alimentaire, et nous voyons ces, finalement, situations de femmes seules devant assumer la dureté et la cruauté de la vie. L'anecdote va jusqu'à constater qu'à l'entrée des supermarchés, il y a maintenant des caisses automatiques qui s'apprêtent à remplacer le travail humain déjà sous-payé, montrant à quel point l'esprit de progrès ne souffle pas dans l'économie financiarisée des temps actuels. Nous voyons cela tous les jours, et je veux dire que cette situation nous conduit et va nous conduire à devoir prendre des mesures de redressement. Bien sûr, pendant longtemps, la gauche a été considérée dans le débat droite-gauche depuis 30 ans, 40 ans, comme finalement une répartition, d'ailleurs assez malhonnête, mais c'était ainsi. La gauche, nous disait-on, vous ne faites que du social. Vous ne savez que dépenser ce que vous n'avez pas. Heureusement que nous sommes là, car nous sommes l'économie, nous, la droite. Nous avons le nerf de la guerre, l'argent pour survivre. Vous vous intéressez à la colonne dépenses, mais nous sommes la colonne recettes. Donc si les Français se privent de nous, ils n'auront que vos dettes, que vos accumulations d'erreurs à vous faire payer. Voilà le langage qu'on entend depuis tant d'années en vérité. C'est la première fois depuis très longtemps. Le programme de François Hollande est d'abord un programme de redressement économique. Car nous savons que la protection sociale, le service public, que pour obtenir et donner un bon niveau de retraite à chacun, un bon niveau de soins, d'accès à la santé pour tous, à l'hôpital, chez soi, quand on est une personne âgée dépendante à la charge de sa famille et qu'on ne peut y subvenir, nous savons que pour pouvoir distribuer la protection sociale dans une république à l'esprit égalitaire comme la nôtre, où chacun doit être traité également, il est nécessaire que nous ayons les moyens de reconstituer la colonne recette, la richesse économique, la prospérité de notre industrie, le retour de notre agriculture. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois, le peuple de France a compris que la droite, elle, ne s'intéresse plus à l'économie, elle ne s'intéresse qu'à la finance. Elle est entre soi, entre le clan qui l'entoure, de ceux symbolisant les financiers du CAC 40 assis à la table du Fouquet. Je n'ai rien contre ce restaurant, qui était auparavant, autrefois, le restaurant de ceux qui rentraient du Festival de Cannes, les acteurs, les actrices, et les chanteuses et les chanteurs. Remarquez, ça n'a pas tout à fait changé. Il se trouve qu'à cette table, c'est un restaurant d'ailleurs très cher et pas très bon. En vérité, je me moque de l'endroit où les uns et les autres peuvent aller au restaurant. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'à cette table, il y avait le symbole
de la connivence entre les intérêts financiers qui ont pris le pouvoir dans les entreprises, qui ont pris le pouvoir sur les États, manifestant la connivence entre le politique et la finance. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le développement des multiples affaires qui intéressent le sarkozysme, les écarts des intermédiaires sulfureux qui transportent les mallettes et qui se font prendre par les douaniers à la frontière suisse, les takédines, les djouris et combien d'autres voyous qui aujourd'hui ont la porte ouverte dans les palais ministériels. Hier, M. Sarkozy a rappelé qu'il avait la confiance totale pour son ministre, M. Woerth, déjà poursuivi dans un certain nombre de malversations. Que faisait-il, M. Woerth, à part faire embaucher sa femme par la première fortune de France? Eh bien, il organisait la distribution de passe-droits fiscaux à ceux qui finançaient l'UMP. Et pourquoi le gestionnaire de fortune qui avait embauché la femme de ce ministre, dans lequel M. Sarkozy a sa confiance, est en prison? Parce que celui-ci sortait de l'argent en liquide, comme par hasard, au moment des campagnes électorales, et particulièrement la précédente en 2007 qui a porté M. Sarkozy au pouvoir à l'Élysée. Faut-il parler des attentats de Karachi où 11 de nos compatriotes ont perdu la vie, dans lequel un certain nombre de commissions intermédiaires sont apparues, montrant qu'il y a un lien entre ces morts pour la France et des difficultés particulières sur le financement de la campagne de M. Balladur en 1995, dans laquelle M. Sarkozy n'était autre que le ministre du Budget qui a permis la création de sociétés écrans tout à fait officiellement pour permettre le passage de l'argent sale. Faut-il que nous nous taisions encore longtemps sur cette connivence entre l'argent et le pouvoir? Pour notre part, nous faisons nous-mêmes, et j'en éprouve une certaine fierté, le ménage. Oui, nous nous débarrassons de nous n'éprouvons aucune espèce d'indulgence, de complaisance et encore moins de compassion pour des élus de notre parti qui commettraient le moindre écart. Et lorsque François Hollande dit la République, si elle rencontre sur son chemin, il le disait au Bourget dans son discours étincelant, le moindre écart sur la fréquentation douteuse d'un élu avec la violation d'une règle de la République le rattrapera. Les grands dirigeants des banques qui ont fait perdre tant d'argent aux contribuables français dans la crise des subprimes, les responsables de la Société Générale, du Crédit Agricole, je me souviens encore du président de mon Crédit Agricole qui me dit, lui demandant comme président de mon département, Monsieur le Président, je souhaiterais que vous puissiez abonder la caisse dans laquelle nous-mêmes nous mettons 400 000 € pour aider nos agriculteurs en difficulté. Un grand département agricole, qu'est la Saône-et-Loire, où nous avons la vache charolaise, de beaux vignobles, je vous y invite, la volaille de Bresse. Mais nous avons des agriculteurs en difficulté. Voici que, comme finalement un bourgeois de Calais, la corde au cou, je vais voir le président du Crédit Agricole, homme puissant s'il en est, à qui, courbant les chines et lui montrant ma bosse, le traitant de Monseigneur, je lui dis, pardon monsieur, vos erreurs je les oublie, mais si vous vouliez bien les expier en offrant à l'aide aux agriculteurs dont vous avez quand même charge d'âme, les 100 000 € qui me manquent pour boucler mon malheureux budget de soutien et d'aide sociale. La réponse, je vais dire, nous ne pouvons pas nous permettre de donner 100 000 € dans la situation actuelle, car c'est trop risqué. J'ai répondu qu'il avait perdu avec sa filiale Caléon dans la crise des subprimes 5 milliards, et qu'à cette époque-là, il n'en avait pas parlé du risque qu'il pouvait faire courir aux agriculteurs qui vont être obligés par leur aide eux-mêmes à rembourser dans les caisses locales du Crédit Agricole le creux creusé par Sapeur Camembert qui court toujours, qui a fait le trou de 5 milliards dans la caisse nationale du Crédit Agricole. À la banque de collectivité locale, une banque franco-belge qu'on a nommée Dexia. C'est une banque qui a surendettée je ne sais combien de villes, de départements, de régions, au point d'ailleurs que ces collectivités locales, aujourd'hui trompées et bernées
devant une banque exploitant la naïveté ou la méconnaissance des élus d'ailleurs de toute sensibilité, pris au piège des prêts dits structurés, structuré étant le mot euphémisé pour dire prêt destiné à voler de l'argent aux contribuables pour une banque qui elle-même n'a aucun scrupule. Une ancienne banque publique issue du Crédit Foncier de France, elle-même privatisée par la droite, nous voici désormais à devoir faire les comptes, 95 milliards de fer, une paille, combien le poids la TVA, le produit total de la TVA des Français, 16 milliards l'année dernière. Combien allons-nous payer? Est-ce que le dirigeant de cette banque a rendu des comptes? A-t-il été poursuivi en justice? Un procureur de M. Sarkozy s'est-il un jour levé la nuit pour enfin décider à poursuivre l'intéressé? Non, ces hommes courent toujours et ont toujours pignon sur rue. Ils écrivent des articles, des tribunes, pérorent dans la presse et nous expliquent comment devrait continuer à suivre le destin du monde entier. Ces intéressés, d'ailleurs, doivent rendre des comptes et devront rendre des comptes, car dans les abus de la finance, il y a la simple conséquence du libéralisme. Faites ce que vous voulez. Nous avons confiance dans les marchés. Imaginez toutes les solutions financières. Nous considérons que vous aurez toujours raison. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation où, en effet, comme le disait Valérie tout à l'heure, nous avons à reprendre le contrôle de la finance. Il y a un groupe qui s'en est ému à l'instant. Car la finance n'a pas que pris finalement le pouvoir sur la politique. Elle a pris le pouvoir dans les entreprises. Ce sont ces fonds de pension, fonds d'investissement, fonds souverains parfois, qui ont finalement pris le pouvoir gestionnaire dans les entreprises à travers un management devenu surpuissant, qui ne rencontre aucun contre-pouvoir. Nous avons dans la crise subi des faillites, nous avons serré les dents, serré les couilles. Lorsque l'entreprise perd de l'argent, il faut restructurer, tout le monde en convient. La question est de sauver le maximum d'emplois, préserver l'outil de travail, garder le site au mieux. Mais là, maintenant, nous sommes avec un système financier ayant pris le contrôle d'entreprises qui considèrent qu'on va fermer les entreprises parce qu'elles ne gagnent pas assez. Ils ne veulent pas eux-mêmes subir les conséquences d'un appauvrissement qu'ils ont eux-mêmes provoqué dans la crise. Ils voudraient que seuls les salariés s'appauvrissent, seuls les citoyens subissent l'appauvrissement qu'ils subissent aujourd'hui, et que ceux qui détiennent le capital, la rente, voudraient maintenir des niveaux de revenus antérieurs à ceux de la crise qui eux-mêmes étaient artificiels. Pour les maintenir à 2 chiffres, que font-ils? Nestlé a fermé une usine dans le nord de la France parce qu'elle ne gagnait que 9%. Il fallait qu'elle gagne à 2 chiffres 14. Ils l'ont fermé pour aller chercher le prix du travail low cost en délocalisant. Je voudrais vous parler de ce tour de France que j'ai fait au nom de François Hollande dans les entreprises de France. Des entreprises qui, toutes sont très rentables, florissantes, et qui pourtant décident de licencier des familles en entier, fermer les sites, désindustrialiser, continuer à conserver le même niveau de revenus quand tous les autres ont fait des efforts. Dans la crise, les salariés devaient faire des efforts. Maintenant, dans la crise, ce sont encore les salariés qui vont devoir finalement payer la facture de l'ajustement. Ils n'auront aucun droit à les négocier leurs primes de licenciement et encore, ils ont été combatifs. Je pense à Abbott, une firme pharmaceutique à Dijon, 350 emplois. Abbott considère que le laboratoire de recherche est rentable, le lieu de production est rentable, qu'ils gagnent en effet beaucoup d'argent, mais ils ont besoin de baisser leurs coûts encore pour satisfaire l'actionnariat dont le centre de décision est situé aux États-Unis d'Amérique. Je pense à Honeywell, une usine de plaquettes de frein située dans l'Orne, à Condé-sur-Noireau. Eux gagnent de l'argent, ont employé des centaines de salariés, 400 emplois sont menacés, 400 familles dans cette petite ville sous-préfecture de l'Orne. Et là-bas, ils ont appris que la délocalisation aurait lieu à l'intérieur de l'Union européenne, à coût de subventions de l'Union, à hauteur de 14 millions pour favoriser la délocalisation dans un pays low cost. Je veux vous parler de Goodyear à Amiens, ce sont 800 emplois concernés, où l'on fabrique
des pneus de tracteurs, une usine très florissante. On a dit aux ouvriers, aux ingénieurs et aux cadres, cette usine n'emporte rien. Elle ne permet pas aujourd'hui d'assurer la rentabilité de l'investissement. Et pourtant, un jour, les organisations syndicales très unies ont fait leurs calculs, sollicité des experts, et ils sont tombés sur la documentation que Goodyear adressait aux actionnaires qui eux-mêmes disposent de titres d'actions cotées à la bourse de New York. La documentation était en anglais, cependant elle était parfaitement lisible et explicite, puisqu'elle expliquait que Goodyear, pneus de tracteur, avait une trésorerie florissante, un chiffre d'exploitation en hausse considérable, et que les investissements étaient parfaitement productifs. Alors il fallait entendre ce qu'on disait aux ouvriers, ou il fallait croire ce qu'on a raconté aux actionnaires. Les organisations syndicales ont saisi un juge pour dire quelle est la responsabilité d'une entreprise qui aujourd'hui gagne de l'argent, s'en vend devant ses actionnaires, n'a aucune vergogne pour mettre au chômage 800 familles. Le juge a suspendu le plan social et a créé l'événement, car pour la première fois le juge a dit oui, nous allons suspendre dès lors que manifestement l'entreprise gagne de l'argent. Il s'est trouvé que finalement l'entreprise de la multinationale la plus profitable dans le pneumatique au monde a fait appel. Et figurez-vous que devant la Cour de cassation, la bataille a commencé, car partout en France, les élus, les organisations syndicales soutiennent la suspension du plan social, ce qui n'est pas prévu dans la loi. La loi dit qu'il est interdit de licencier quand il n'y a pas de cause réelle et sérieuse. Mais vous n'avez le droit de le constater que lorsque le licenciement a eu lieu, que l'entreprise est fermée, qu'elle a déjà délocalisé, qu'elle est partie à la cloche de bois et que tout le monde est bien maintenant à Pôle emploi. Et là, les juges ont dit, se sont révoltés comme vous et moi, et ont dit que ça suffit. Le cynisme, la destruction des vies au nom d'un capitalisme financier sans vergogne, sans foi ni aucune loi. Figurez-vous que l'affaire est venue devant la Cour de cassation. Le représentant du gouvernement, l'avocat général, nommé par le garde des Sceaux de M. Sarkozy, a pris la parole pour dire qu'il était inacceptable qu'un juge puisse s'immiscer dans la gestion libre d'un chef d'entreprise. Où est-il, le chef d'entreprise? Dans les fonds de pension américains. Et l'éviction, elle est de droit pour nous. C'est la raison pour laquelle, dans le programme de François Hollande, nous défendons la suspension des plans de licenciement boursier avant que ceci n'ait lieu. Je suis allé à Emréal, en Normandie, une usine de papeterie, où là, c'est encore mieux. C'est une usine toute neuve, flambant neuve, les élus ont payé les murs. Une usine extraordinaire, du neuf, brillant, extraordinaire, nouveau, formidable. Mais les papetiers, qui sont un fonds de pension asiatique, ont décidé de fermer l'unité de production. Mais mieux, ont refusé de le céder à des repreneurs qui pourtant se sont manifestés et qui ont dit nous voulons reprendre, c'est une affaire rentable. Et eux ont dit non, nous ne voulons pas vous le céder parce que si nous vous le cédons avec les emplois, vous allez faire marcher une usine rentable qui va nous concurrencer alors que nous-mêmes, nous voulons diminuer nos coûts pour aller dans les pays low cost. Je voudrais vous parler des ciments Lafarge qui, dans Lyon, à quelques encablures de votre ville, ici, ont décidé de fermer à Tonnerre une carrière d'exploitation de la chaux et du ciment. Lafarge a décidé de fermer ce site, cette carrière, mais ne veut surtout pas qu'il y ait un repreneur qui reprenne la carrière, car elle pourrait concurrencer légitimement et dans de bonnes conditions économiques les ciments que Lafarge s'apprête à les faire fabriquer à 5000 km. Est-ce que vous considérez que l'intérêt public doit se mêler de ce genre d'affaires? La droite, elle, est du côté des employeurs et explique qu'il est nécessaire que les syndicats soient enfin raisonnables et reconnaissent la libre gestion par l'actionnariat et le management actionnarial et financier qui est normalement parfaitement légitime. Que dit la gauche? Nous avons, avec François Hollande, défendu et déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale conduisant à permettre de placer à la demande soit du procureur de la République, pourvu qu'il ait un bon gouvernement, mais aussi des organisations syndicales sous main de justice, toute usine rentable, site de production, ayant un repreneur déclaré
se déclarant acquéreur au prix du marché et sans aucune spoliation permettant la reprise et la poursuite de l'activité. Une mesure de nationalisation tout à fait temporaire, ou d'expropriation, si vous voulez, par voie de justice. Oui, nous sommes en train de reprendre le contrôle sur l'économie financière. Oui, nous n'acceptons pas que la finance ait tous les pouvoirs dans l'entreprise. Oui, nous voulons changer le modèle. Le modèle d'aujourd'hui défendu par la droite, il est libéral et financier. Le nôtre est industriel et colbertiste du nom de Colbert, le ministre de Louis XIV, qui lui-même voulait régenter au nom de son roi le royaume et ses forces économiques pour les mettre au service de la nation. Oui, nous n'avons pas peur des mots expropriation, dirigisme, expropriation ou nationalisation d'ailleurs, étant des mots que nous pouvons fréquenter sans aucune difficulté avec le sourire, parce que nous sommes fiers, il y a 30 ans, d'avoir nationalisé les joyaux, les fleurons industriels de l'acier, de l'aluminium, qui aujourd'hui ont été non seulement privatisés, mais on les a laissés vendre, et c'est la droite qui en est le responsable, à des fonds de pension qui ont des centres de décision qui se trouvent exactement soit en Inde, soit aux États-Unis d'Amérique. Je suis allé à Saint-Jean-de-Maurienne, dans la vallée de la Savoie. 2000 emplois sont menacés, directs et indirects, parce que Rio Tinto, une industrie de l'aluminium, mais américaine, qui a pris le contrôle de Péchinet, usine Kuhlmann, que nous avions nationalisée il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'en 2004, M. Sarkozy était ministre de l'économie et des finances, Péchinet, qui à l'époque était encore française, a voulu prendre le contrôle de Alcan, l'aluminium canadien, une grande multinationale qui fabrique de l'aluminium à 10 000 km à l'ouest. À l'époque, la Commission européenne, dirigée par M. Mario Monti, l'actuel président, vice-président de Goldman Sachs et président du Conseil italien, était commissaire européen à la concurrence. Il avait dit, il est hors de question que Péchinet mange Alcan. Ce serait un abus de position dominante, nous interdisant ainsi de constituer en France, sur notre base industrielle nationale, un champion mondial. La conséquence, c'est quelques mois plus tard, c'est Alcan qui dévora Péchinet. Et depuis, Rio Tinto dévora Alcan. Et voici que Rio Tinto se débarrasse de nos usines en France. La raison en est qu'il n'y a aucune espèce de patriotisme économique dans la fibre aujourd'hui des dirigeants politiques de notre pays, et que le moment est venu que nous-mêmes, nous soyons les porteurs et les garants de l'intérêt national économique, et que nous puissions autant que possible, par les moyens qui sont les nôtres à notre disposition, reconquérir notre industrie, la protéger, la préserver de la concurrence déloyale et des prises de pouvoir agressives que la finance est en train de faire, comme faisant son shopping dans nos brevets, nos savoir-faire, nos usines, et réduisant à néant des centaines d'années, car l'aluminium français date de 1907, des centaines d'années de travail par des générations d'ouvrières et de techniciens. Vous comprenez que notre programme est un programme de volontarisme politique et industriel. Réindustrialiser le pays, cela suppose, premièrement, que nous nous protégions pour garder ce qu'on a. Dans la tempête de la crise, quand le vent souffle et met les arbres à terre, les entreprises qui sont ces arbres, combien de temps vont-elles mettre à repousser? Combien d'années faudra-t-il pour retrouver les PME que nous avons perdues dans la crise? Je me souviens encore de la carte de mon département, la Saône-et-Loire, pendant les 2 années 2008-2009, où nous avions comme une constellation des points noirs sur la carte du papier blanc, apparaissant, montrant que toutes les entreprises étaient touchées. Et combien vont repousser d'entre elles? C'est là la question que nous nous posons, et c'est la raison pour laquelle Valérie a eu raison de vous dire tout à l'heure à quel point la question du contrôle du système de financement de l'économie est stratégique et centrale. Et c'est la raison pour laquelle, dans la confrontation actuelle entre les peuples et la finance, à travers les marchés qui s'affrontent aux démocraties, ça a commencé en Grèce, ça s'est poursuivi au Portugal, ça se poursuit encore en Italie, bientôt en Espagne. Il y aura un épisode avec la France après la victoire de François Hollande. Dans cette confrontation magistrale
historique entre ce modèle libéral financier qui veut mettre les États à genoux, qui les tient par la main, les a menottés pour les empêcher de faire autre chose qu'une politique qu'elles souhaitent ou ils souhaitent. Lorsque les agences de notation, des hedge funds, des spéculateurs mondialement connus, George Soros et d'autres, des filiales de banques, spéculent contre la dette publique d'États qui pourtant sont venus secourir le système financier il y a 4 ans, mordant la main généreuse qui les avait secourus, il y a là non seulement une immoralité et un scandale mondial que la somme totalisée des prêts, avances remboursables, subventions et en tout genre que les pays européens ont engloutis dans le système financier ne doivent pas aujourd'hui payer. Le chiffre de la Commission, c'est 4 589 milliards de soutien au système financier et bancaire. Lorsqu'on vous dit « vous devez payer pour la Grèce », bien sûr que nous voulons payer pour la Grèce, nous sommes Européens, nous voulons partager l'effort, le fardeau et la difficulté, mais avez-vous remarqué que plus on donne à la Grèce, plus les Grecs souffrent? Donc c'est que vous n'aidez pas la Grèce. En vérité, vous aidez les créanciers de la Grèce qui sont des banques, qui empruntent aujourd'hui, grâce aux libéraux qui dirigent la Banque Centrale Européenne, à 1% à la Banque Centrale Européenne, pour prêter aux États surendettés à 4 ou 5%, les 4% étant le chiffre d'affaires que vous êtes en train d'accepter, vous, de renflouer dans les banques, pendant qu'on vous demande d'augmenter les impôts sur les classes moyennes et classes populaires et de faire la politique des marchés. La confrontation est donc inévitable. Et notre choix est du côté des peuples. Entre les marchés et le peuple, nous avons choisi les peuples. Qui se multiplient en Europe sont pour les populations. Mais les plans de sauvetage et de renflouement sont pour les banques. Avec François Hollande, nous voulons faire l'inverse. Comment allons-nous faire d'abord? C'est très simple. Nous allons premièrement démanteler le système financier. Lorsque nous entendons dire on va séparer les banques, c'est un peu... Ça veut dire séparer les banques. Alors, vous prenez la BNP Paribas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la couper en deux. On va dire à M. Pébro et M. Pro, vous avez une activité de collecte de l'épargne. Celle-là, il faut la préserver, parce que c'est l'épargne des Français. Et vous avez une activité de marché, où là, vous spéculez, vous êtes ce qu'on appelle les salles de marché, les traders, toute l'activité spéculative. Vous jouez à l'économie casino dans le monde, puisque c'est une économie profitable. Bien sûr, l'activité de collecte de l'épargne, vous avez pris l'argent d'épargne des Français pour aller la jouer au casino. Nous vous disons, ça c'est terminé, on a coupé, on a mis la cloison étanche, pour éviter que si l'un coule, l'autre ne coulera pas. Interdiction de passer de l'un à l'autre. Deuxièmement, l'activité de collecte de l'épargne doit financer l'économie française. Autour de vous, il n'y a pas un chef d'entreprise qui vous dira qu'il a du mal à financer son activité pour déposer un brevet, développer, acheter une machine, augmenter le foncier, bref, le président de la région peut en témoigner combien de fois ce sont finalement les subventions des contribuables qui viennent déclencher le soutien de la banque. Maintenant, les banques téléphonent aux élus pour dire « Que dois-je faire ?» Mais c'est aux banques de faire, non pas aux contribuables de payer, et c'est pourtant ce que nous faisons chaque jour. La banque doit donc retrouver sa vocation initiale. Alors évidemment, elle gagnera moins d'argent. Car elle devra accepter des rentabilités à 2, à 3, un peu à la manière dont on rémunère le livret de caisse d'épargne. Mais cette économie-là a permis les 30 glorieuses. Le contrôle des champs, la limitation de la circulation des capitaux, nous a permis les meilleures années de croissance et de prospérité dans notre pays. Alors, prenons-en ma graine, il sera donc nécessaire que les activités d'épargne financent les activités d'investissement sur le territoire et les banquiers vont devoir réapprendre leur travail. Sans les faire terminer, les venus, qui se dupliquent les uns aux autres et qui sont les rois des marchés, roulent en Maserati et vivent comme des nababs du temps moderne. Il va falloir réapprendre la modestie, comment ça s'appelle? Quand c'est le mot qui me manque, quand on consomme peu, on reste
La sobriété, c'est le mot qui nous manque. Mais je crois que vous connaissez. La sobriété, voilà. Alors, ça c'est la première mesure. La deuxième, c'est l'interdiction des activités spéculatives et de certains produits spéculatifs. La deuxième partie des banques de marché, nous allons les placer sous haute surveillance. Et nous allons leur demander de ne pas faire un certain nombre de choses. Et nous allons créer des sanctions pénales. D'habitude, le sarkozysme a créé beaucoup de lois. À peu près 250, 16 en matière pénale. Mais le seul domaine où on a dépénalisé, c'était le droit des affaires. C'était le droit de tout faire. Et là, pour le coup, c'est le contraire que nous allons faire. Nous allons créer des sanctions pénales pour engager la responsabilité individuelle de ceux qui continuent à jouer contre les États, contre les nations, bref, contre vous et contre les peuples, d'ailleurs accessoirement contre le suffrage universel. Enfin, nous allons demander la fermeture des filiales dans les paradis fiscaux pour assécher les investissements à l'extérieur dans ces régions de basse pression fiscale et d'obscurité assez sérieuse. Et puis, le plus important, c'est que nous allons demander finalement au système financier de payer le prix de la dette constituée dans la crise. Nous avons une dette historique, elle n'est pas excessive, elle est liée à nos besoins, elle n'a d'ailleurs jamais été au-delà des clous du fameux traité de Maastricht. Mais les 615 milliards de dettes accumulées dans la crise, nous allons les mettre dans un pot commun au plan européen, identifier toutes les parts d'endettement des États, les mettre au plan européen et les faire financer avec un tuyau qu'on appelle la taxe sur les transactions financières, capable de rapporter 200 milliards par an, c'est-à-dire l'équivalent du problème grec réglé en un an. Donc il n'y a pas de problème de dette publique. Et lorsqu'aujourd'hui, Mme Merkel déclare que le problème, c'est l'absence de bonne gestion des États, la libérale aveuglée, idéologiquement dogmatique qu'est Mme Merkel, sur le porte-bagages d'ailleurs de laquelle est assis M. Sarkozy, le majordome de Mme Merkel, ainsi d'ailleurs caricaturé et brancardé dans toute la presse européenne, car je puis dire ici et l'attester, ayant rencontré quelques hauts dirigeants européens, que s'il n'y avait pas eu M. Sarkozy pour soutenir les abus de Mme Merkel, il n'y aurait pas eu de politique de la droite allemande aussi abusive qui a contribué à affaiblir et ruiner l'Union européenne. L'Allemagne n'a aucun intérêt à avoir autour d'elle des partenaires en grave difficulté, car ce sont ses clients pour son industrie. Elle cirait donc la branche sur laquelle elle était assise. Donc il a fallu que ces deux-là décident ensemble de ruiner l'Union européenne au risque de faire éclater la zone euro. Après 16 sommets, la dernière chance, la seule chose qu'on ait trouvée est d'inventer la récession, la seule zone en récession du monde aujourd'hui, pendant que les États-Unis d'Amérique de M. Obama retrouvent la croissance, voient le chômage baisser, parce qu'ils ont trouvé une banque centrale qui s'appelle la Réserve fédérale banque, qui a décidé de payer la dette en dollars qu'ils impriment et qu'ils savent très bien faire comme nous pourrions le faire d'ailleurs. Voilà pourquoi, vous l'avez compris, notre stratégie est une stratégie de réorientation de l'Union européenne. Nous défendons finalement, c'est la leçon du non des Français majoritaires qui arrivent enfin aujourd'hui à maturité. Chacun a compris que l'Union européenne ne peut pas éternellement servir les intérêts des marchés, des banques, du système financier, de la mondialisation libérale, et ne jamais protéger les intérêts industriels, la population, les peuples, les droits des gens qui aujourd'hui souffrent et sont en situation de soumission par rapport à l'économie. Les propositions que nous formulons avec les leaders de la gauche européenne, et particulièrement avec nos amis allemands du SPD. Et c'est une grande première que le SPD ait décidé de s'unir avec le Parti socialiste sur une ligne de réorientation de l'Union européenne. De quoi s'agit-il? C'est assez simple. D'abord, allègement des dettes publiques avec la taxe sur les transactions financières, c'est dans le texte commun SPD, Parti socialiste. Participation du secteur financier privé à l'assainissement des dettes de l'État. Dans notre programme, nous prévoyons une taxe supplémentaire sur les profits des banques. On rappelle qu'un certain nombre d'entre elles ont distribué plusieurs milliards de dividendes l'année dernière encore. C'est l'harmonisation des impôts sur les sociétés pour éviter les délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne, les dumping fiscal.
C'est la création d'un salaire minimum en fonction des revenus en vigueur dans les différents États. Il n'existe pas de salaire minimum comme un SMIC en Allemagne. Eh bien, la gauche allemande, avec les syndicats allemands, réclament, ont placé dans leur programme, comme dans le texte qui nous est commun, la remontée des salaires et la protection des travailleurs allemands comme garantie que l'Union européenne restera au service des gens qui n'ont que leur travail pour vivre. Ce sont également les normes minimales applicables aux prestations sociales. Nous avons une révolution politique qui est en cours, nous devrions en parler d'ailleurs davantage, où l'alliance des gauches européennes en faveur de la croissance est en train de faire reculer, si nous l'emportons le 6 mai, la stratégie austéritaire des droites unies de l'Union européenne. Le débat à gauche n'est plus Europe ou pas Europe. Le débat maintenant en Europe, c'est la gauche européenne contre la droite européenne. C'est l'austérité contre la croissance. C'est le droit des gens contre le droit des banques. Voilà comment nous allons mener ce débat. Et j'aurai grand plaisir, avec quelques dirigeants socialistes européens, à aller faire campagne contre Mme Merkel en Allemagne l'année prochaine lorsqu'elle se représentera. J'ai eu la surprise de comprendre que même la droite espagnole, qui signe les textes du mercosisme, vous savez, c'est ceux qui suivent le soleil, dit secrètement à notre ambassadeur qu'en vérité, ils espèrent la victoire de François Hollande, pour pouvoir enfin trouver quelqu'un qui pourra répondre à Mme Merkel et expliquer que le bonheur des peuples ne se fait pas en signant des traités d'austérité à Bruxelles, sous le regard de la maîtresse d'école allemande et de la CDU, du patronat allemand, soutenu par un Sarkozy en déroute. C'est ainsi qu'il faut imaginer que l'Europe du Sud, même de droite, nous attend. Parce que même la droite en Europe du Sud ne pourra pas infliger à son peuple ce que l'Union européenne a eu le déshonneur d'infliger à nos amis grecs. Le plus important, c'est que, en vérité, nous sommes dans un système aujourd'hui mondialisé, extrêmement dangereux pour le droit des peuples à décider encore de leur destin. Qu'est-ce que j'essaie de vous raconter depuis tout de suite? Finalement, c'est comment nous allons retrouver notre souveraineté. Comment un grand peuple comme la nation France, qui a écrit son histoire, qui a toujours parlé pour elle-même, mais aussi pour ses voisins, ses amis, ses partenaires. Déjà, Lamartine, il fut président du Conseil général de Saône-et-Loire, révoqué par le prince Bonaparte, qui avait fondé le suffrage universel pendant la révolution de 48 qui embrasa l'Europe, parlait aux frères européens. Et il disait que l'émancipation est une valeur que nous avons en partage. Lorsque François Mitterrand est allé prononcer ce qu'on a indûment appelé le discours de Cancún, qui se tenut sur la place du El Zócalo de Mexico, et qu'il parlait aux opprimés de cette Amérique latine enchaînée aux dictatures, il leur disait, vous voulez vivre libre, la France ne parle pas que pour elle-même, elle s'adresse au reste du monde, presque même involontairement. Lorsque Nicolas Sarkozy est allé insulter l'Afrique dans son affreux discours de Dakar, chaque Africain s'en souvient. Lorsque nous-mêmes nous parlerons autrement à l'Afrique, qui est aujourd'hui le ferment, le réveil, l'espoir du décollage économique du XXIe siècle, nous leur dirons à quel point nous considérons qu'ils sont nos frères, et avec lesquels nous allons... Et non pas d'affirmer je ne sais quelle supériorité de je ne sais quelle civilisation, mais au contraire de considérer que chaque civilisation humaine, quelle qu'elle soit, a sa valeur, a sa force, sa créativité, sa puissance, et qu'elle mérite, de ce point de vue-là, d'être traitée d'égal à égal. Notre choix à nous, c'est de mesurer que, finalement, dans le monde qui est ce qu'il est, où tout est mis en concurrence, lorsque un ouvrier européen qui a 2 siècles de lutte sociale à son actif, une protection sociale solide, des salaires corrects, conquis à la force du poignet, comme Germinal, d'Émile Zola, le naret dans les corons, lorsqu'il fallait se battre contre le patron paternaliste qui ne voulait pas payer le prix du travail de nuit des femmes et des enfants,
Ce que les travailleurs chinois, eux aussi, cherchent à obtenir, et que nos multinationales, avec le soutien politique de nos dirigeants libéraux, ne veulent pas transformer. C'est en vérité cette mise en concurrence entre des ouvriers européens et des esclaves chinois qui est gagnant dans cette affaire. Ni les travailleurs du Nord qui perdent leurs emplois ou leurs droits sociaux, ni les travailleurs du Sud qui n'arrivent pas à accéder à la protection sociale, à la santé et au respect humain dans leur travail. Finalement, qui y gagne la multinationale, qui va faire travailler le low cost dans ces pays pour réimporter ici sur nos zones économiques, refusant d'ailleurs de payer un pouvoir d'achat dont elles veulent profiter pour vendre leurs produits fabriqués à vil prix à 20 000 km. Cette mondialisation-là, elle est condamnée. D'ailleurs, j'entends les professeurs de la droite expliquer que la France ne pourrait rien y changer. Nous ne sommes rien, nous disent-ils. Nous sommes un canton suisse, une molécule dans l'océan de la mondialisation, et vous croyez, prétentieux le français, tous ces hommes et ces femmes de gauche qui veulent changer le monde, la vie, croyez-vous que cela se ferait en un coup de magie? Ils nous disent cela tous les jours. Ils nous disent, vous n'êtes rien, un timbre fort sur la planisphère mondiale. Vous n'avez qu'un destin, nous disent-ils, vous adapter, courber les chines. Nous avons le destin de mouton. Ce que l'ordre mondial décide, nous devons l'exécuter. Et d'ailleurs, que font les libéraux? Ils s'appuient sur l'extérieur pour nous infliger ce que nous ne voulons pas, en nous expliquant qu'il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons nous appuyer sur l'intérieur pour dire au reste du monde des règles héritées du passé qu'il faut les transformer. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous donc faire? Eh bien, nous allons faire ce que fait le président Obama. Ce que fait Mme Dilma Rousseff, la présidente du Brésil. Ce que fait Mme Kirchner, Cristina, veuve de Nestor, présidente de l'Argentine. Ce sont trois dirigeants de gauche des Amériques du Nord et du Sud. Ils ont imaginé que la mondialisation était destructrice. Qu'ont-ils fait? Ils ont pris des décisions importantes. Ils ont décidé de s'en protéger. Ils n'ont pas la colonisation du cerveau libéral. Ils se sont décolonisés, sont devenus parfois plus socialistes que nous autres. Et c'est la raison pour laquelle le programme de démondialisation que j'ai porté dans les primaires et que l'on retrouve en pièces détachées dans le programme de François Hollande est aujourd'hui l'un des points sur lesquels nous allons engager un mouvement de relocalisation d'activités industrielles dans notre pays. Nous allons convoquer nos multinationales, comme M. Obama, qui a téléphoné au patron de Apple qui fabrique les iPhones, sur lesquels il est inscrit cette mention « Designed by Apple in California », dessiné et conçu par Apple en Californie, « Assembled in China », fabriqué en Chine. Qu'a dit M. Obama ou Mme Rousseff ou Mme Kirchner au patron d'Apple? Vous voulez continuer à importer sur le territoire américain, brésilien, argentin, le Brésil c'est 160 millions d'habitants, des petits téléphones de cette nature? Vous allez devoir subir, si vous ne mettez pas les usines sur ces trois territoires, une taxation à 100% du produit, car là-dedans, il y a une part d'esclavage, d'empoisonnement des ouvriers, de suicide en série d'un certain nombre de travailleurs chinois, contre lesquels vous ne faites absolument rien, car vous profitez de leur esclavage. Prix de revient, 13 €, vous le vendez 500 € en boutique, les 487 € que vous avez pris, il y a une partie de vol que je veux vous reprendre pour vous obliger à respecter mieux mes travailleurs. Moi, américains, brésiliens et argentins, ces travailleurs, vous ne voulez pas les payer au prix de leur travail avec lequel ils peuvent vivre décemment, mais vous prétendez leur vendre à ce prix-là des téléphones portables. Eh bien, nous allons rééquilibrer et construire un lien entre le prix du salaire et le pouvoir d'achat du consommateur. Le rapprochement entre le lieu de consommation et le lieu de production est inéluctable. D'abord parce que dans la crise climatique, la montée du prix de l'énergie va rendre les coûts de la logistique insoutenables. Et comme le dit le patron de Toyota Valenciennes, France, il dit les coûts de production en France sont liés au prix du travail élevé, mais ne sont pas un problème car les coûts logistiques pour acheminer des voitures fabriquées à 18 000 km finalement rendent compétitive l'installation d'usines en France. Si le PDG de
Toyota, Valenciennes le dit. Pourquoi M. Ghosn, qui est le patron de Renault, dans lequel vous tous, avec 15% de participation, est allé construire des usines à Tanger pour réimporter 98% de la production fabriquée au Maroc sur le territoire national? Le programme de Barack Obama s'appelle Let's Bring Jobs Home. Ramenons les emplois à la maison. C'est le programme de François Hollande. Mouvement de relocalisation d'activité sur le territoire national. C'est la proposition numéro 3 du petit fascicule que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, mais aussi dans les autres. C'était une blague des Carrefour. On lui disait, où trouve-t-on votre livre? Il est dans toutes les bonnes librairies, mais aussi dans les autres. En vérité, ce programme a commencé à produire des effets. Je voudrais vous en donner quelques détails. General Electric, après que, il n'y a pas que Apple qui a décidé de construire des usines au Brésil, General Electric a décidé de rapatrier 2000 emplois de la Chine pour construire une usine à chauffe-eau à Louisville, aux États-Unis d'Amérique, au mois de décembre dernier. Vous voyez que les choses progressent. NCR, qui fabrique des distributeurs automatiques de billets, a décidé de rapatrier une usine de 870 emplois à Columbus, aux États-Unis d'Amérique. Ford vient de rapatrier 2000 emplois dans ses usines automobiles. BMW a rapatrié sa production, au lieu de l'importer sur le territoire du Brésil, et a annoncé au gouvernement brésilien qu'il allait ouvrir une usine. Peugeot fait exactement de même. Ce que Peugeot fait au Brésil, nous aimerions que Renault le fasse pour la France. Toutes les initiatives se multiplient. Nous allons donc engager tous les moyens publics, la fiscalité, la commande publique, la taxation, y compris des produits déloyaux. Quand François Hollande déclare devant les leaders européens de la gauche, si nos partenaires commerciaux ne se conforment pas aux normes sociales, aux normes environnementales, nous taxerons leurs produits, il déclare vouloir faire exactement ce que aujourd'hui tous les grands dirigeants de la gauche mondiale sont en train de faire. Qu'est-ce que ce programme? Ce ne sont pas des barbelés, ce sont des programmes de survie industrielle. Ce sont des programmes de réémergence de notre économie. Les pays émergents sont en train d'essayer de s'industrialiser. Ils le font en se protégeant. Les pays anciennement industrialisés qui ont subi une désindustrialisation galopante cherchent à se réindustrialiser comme nous. Nous avons besoin de nous. La mondialisation sans limite est un système extrémiste où l'on met en concurrence des modes de vie, des identités, des systèmes économiques, des écosystèmes économiques qui ne peuvent pas se faire concurrence sans dégâts humains, au nord comme au sud. Notre responsabilité est de modérer ces excès et de trouver des équilibres. Nous avons donc besoin d'inventer de nouvelles politiques publiques. La réorientation de l'Union européenne, engagée avec les gauches européennes,